Bonjour Renato, Bonjour messieurs, dames. merci de nous recevoir chez toi. Première question Renato, comment tu te définis? C'est-à-dire, donc, quel est ton métier? C'est-à-dire que si je te demande quel est ton métier, quel, quel mot tu utiliserais? Ben, déjà la différence, dans le sens que, si j'ai bien compris, il y a trois générations qui sont présentes dans cette pièce d'opérateurs, et je ne Opérateur. suis pas sûr, Opérateur. Tu opérateur, viens de dire opérateur. ouais, je ne suis pas sûr qu'on fait le même métier. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour toute une série de raisons, le métier, il a évolué peut-être, mais en tout cas, il a changé. Autant que machiniste qui conduisait des machines à vapeur, c'était pas le même métier que conduire un TGV, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose, c'est pas le même travail, quoi. Malgré qu'il y a des choses communes, évidemment. Les distances, le temps, voilà. Aujourd'hui, la tendance de nos métiers, elle est un peu de filmer les choses un peu toutes de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne fait pas beaucoup de cas ou de différences si on filme un gros plan d'Isabelle Huppert ou des cadavres d'enfants morts en Bosnie, tu vois ce que je veux dire. Ça, ça On, vaut- on tient un peu le même discours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérateurs, malheureusement, qui te font le discours de l'image, de la photo, de la lumière, en faisant abstraction de ce qu'ils filment. je suis pas Et, sûr, et- enfin, et- par ton exemple, t'as pas pris Isabelle Huppert par hasard, j'imagine, non, mais je suis pas sûr que qu'on puisse filmer Isabelle Huppert comme on filme un cadavre d'enfant en Bosnie. Enfin, pour le coup. Je non, pense que ceux qui ont... non, ceux- non, non, mais ça, je suis absolument sûr qu'on ne filme pas de la même façon, tu vois. Ah, Mais théoriquement, disons qu'on se pose, en tant qu'opérateur, souvent on se pose un problème de la lumière d'une façon abstraite. oui. C'est-à-dire qu'on tient un discours absolu de la lumière, la belle lumière. Comment définir une belle lumière, tu vois? Ou qu'on tient des discours, appelons ça, je sais pas, esthétiques, devant des sujets qui peuvent être tragiques ou d'autres sujets qui ne le sont pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas filmer un gros plan d'Isabelle Huppert d'une façon tragique ou pas. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est le rapport qu'on a au départ. Au départ. Et je ne sais pas, il y a des livres écrits par certains opérateurs qui font abstraction totale de ce qu'ils filment, mais qui tiennent des discours de lumière, mais des bons opérateurs en plus, tu vois. Je dis Storaro, Vittorio Storaro, qui est quand même pas nul comme opérateur, mais il a des théories tellement loufoques à ce point de vue-là, qui parlent de ma période bleue, ma période orange, comme si le cinéma n'existe pas, comme si les sujets n'existent pas, les scénarios n'existent pas. Voilà, je dis, notre métier, il est confronté à tout ça. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi, évidemment, heureusement. Évidemment qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se posent pas cette question. Mais je pense qu'hier, peut-être, il y avait aussi des gens qui se posaient moins la question que d'autres. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens de ma génération, et je pense de la génération de Margot, qui doivent se poser la question, qui vont se poser la question, qu'est-ce qu'on filme? Qu'est-ce qu'on raconte, un? Et comment on le raconte, deux? Et Dans ce sens-là. moi, aujourd'hui, j'ai plutôt la tendance à être plus sensible à comment que le quoi. À comment on le raconte au quoi qu'on raconte. Mais c'est un discours qui peut être glissant. Il peut être en contradiction avec ce que je viens de dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des équilibres à ce niveau-là qui sont des équilibres très fragiles et qui peuvent basculer d'un coup. C'est pas. Il y a Je trouve que l'intérêt du métier qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de loi très précise. Et moi, je pense que la meilleure façon de le définir, c'est de mettre à disposition nos connaissances, je dirais, à un projet, pas à des gens ou à des individus, à un projet. Je fais même abstraction du scénario, parce que pour moi, un scénario, on peut en parler, c'est pas encore le projet. C'est une étape du projet, c'est une petite partie du projet. De mettre notre Mais expérience, de mettre notre regard au service du film.
au service de Quand ce tu dis qu'on le qu'on projet, essaye, au service de ce qu'on essaye de faire. un film. De ce qu'on essa- oui, de ce qu'on essaye de filmer. Sachant après qu'à l'intérieur du mot film, il y a du cinéma et il y a des films. Les films, ce n'est pas nécessairement du cinéma, je considère. Je suis peut-être un peu antique à ce niveau-là, mais je considère que le cinéma, quoi qu'on dise, il se fait quand même, il se nourrit, disons, à plusieurs personnes. C'est-à-dire que l'individualité d'un metteur en scène, d'un acteur, et comme ça de suite, on compose toute l'équipe d'un film comme ça, d'une façon ou d'une autre, je pense que ressortent un peu sous la maîtrise et le contrôle du cinéaste, enfin du réalisateur, quoi. Je voudrais revenir maintenant sur tes débuts. Euh, Tu es donc tu es en Suisse, Mm. tu as quatre frères et sœurs, et tu décides, qu'est-ce qui fait qu'un jour, enfin c'est une question qu'on a dû te poser beaucoup, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu décides de, peut-être pas de faire du cinéma, en tout cas de diriger vers cet artisanat, vers ce Ouais, métier. ouais. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a une image qui t'a marqué? Il y a des films qui inévitablement, moi quand j'avais 10 ans, euh, comme ça, de temps en temps, j'allais au cinéma avec ma mère. Et c'est vrai que j'ai eu des films qui m'ont marqué, qu'encore aujourd'hui, euh, j'ai vu pour la première fois un film érotique. Et tout le monde me dit, mais comment t'étais avec ta mère? Ben oui, c'est Peter Pan. Peter Pan, je trouve Avec la fée Clochette. ouais, voilà, Walt Disney, il tire beaucoup sur cet élément-là. Je suis sûr que c'était quand même assez pensé. Et, en tout cas, moi, en ayant 10 ans, en ce film-là, ça m'a beaucoup frappé, quoi. Des images encore dans la tête maintenant. En plus de ça, c'est des images que je ne suis pas sûr qu'ils existent vraiment dans le film. Tu vois, je ne sais pas dans quelle mesure ils n'étaient pas, grâce à ces images-là, ils ont nourri des images que je n'ai pas dans la tête. Je ne suis pas sûr au 100%, quoi. Bref, voilà. Et après, il y a toute une série de films que j'ai vus quand j'étais enfant. Je me souviens qu'on pouvait aller au cinéma le dimanche après-midi. Et j'ai vu un certain moment un film qui m'a beaucoup frappé et que par hasard j'ai revu quelques années après, et que c'était un film d'Howard Hawks qui s'appelait The Big Sky. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça m'a beaucoup frappé, un film, c'est peut-être qui m'a donné une certaine notion de la différence, qu'il y a des films un peu plus intéressants que d'autres, quoi. Quand tu découvres le Festival de Locarno, tu as quel âge? Ah, là, c'était déjà un peu plus tard, vers 16, Vers 16 ans, vers 16 ans. 15, 16 ans. Et donc tu vas au festival, Ouais. et donc tu rencontres des Tu gens, rencontres des gens. par exemple. Pour moi, le cinéma se passait sur des écrans. Je n'arrivais pas à mettre des noms et des visages sur des gens qui faisaient des films. Là, tu peux les toucher. C'était quand même quelque chose d'impressionnant. Tu vois, chose qu'aujourd'hui, le rapport à la fabrication des images, pas seulement dans nos métiers, mais disons que il n'existe plus ce problème-là. Mais même à l'époque, c'était évident qu'on était victime de ça. Tu vois, je dis, c'était complètement mythifié, on dit, mystique. Enfin, les images, ils n'avaient rien à voir avec quelqu'un qui pourrait. J'arrivais pas à m'imaginer que quelqu'un pouvait fabriquer des images. Et du coup, rien, j'ai commencé à m'intéresser en formation, mais c'est vrai que, étant donné que je n'avais pas de bac, la réalisation, c'était bon, un peu en dehors de moi, puis j'étais pas trop amené, parce que, comme ça, vraiment culturellement parlant, c'était pas mon truc. Et c'est vrai que je me suis rapproché beaucoup plus à la prise de vue, tu Alors, vois. dis-moi si je me trompe, tu fais pas particulièrement de photos à ce moment-là.
Un petit peu, mais pas Pas très. parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de photos. Ouais, C'est d'ailleurs mon cas, je suis venu au cinéma par la photo. ouais, non, Toi, pas du tout. c'est pas Ah la non, même non, la démarche. photo, non, Toi, non, ça c'est sûr. c'est presque venu au cinéma par la cinéphilie, en fait. Par le ciné-club, par le festival de Ouais, Locarno, par les rencontres que tu as eues. ouais, ouais, sûrement, sûrement, la rencontre que j'ai eue, et puis et puis Et tu te diriges vers la prise de vue parce que tu as un bagage technique, mécanique. c'est- il y a sûrement de ça. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu rentrer dans une école de cinéma. Alors, quelle école de cinéma et où? Parce que c'est pas Voilà. n'importe quelle école de cinéma. Non, oui, alors, moi, parlant l'italien, je connaissais pas un mot. Oui, j'ai appris un peu le français parce que à l'école, on était obligé, en tant que Suisse, d'apprendre un peu le français et un peu l'allemand. Rien, mais honnêtement, je parlais pas bien, quoi. Donc, la seule école que je pouvais envisager, c'était une école de langue italienne. Alors, j'ai convaincu toute la classe mécanique dans laquelle on était de faire tu sais, les cours, enfin, mon Dieu, comment dit-on en français, quand on va faire un voyage avec l'école, tu vois, Un voyage scolaire, hein. oui, oui, voilà, un voyage scolaire, enfin, qu'on faisait une fois par an, tu Oui, vois. J'ai ouais, convaincu tout le monde d'aller à Rome. d'accord. Alors, Dans le but d'aller dans cette école, de visiter non, l'école. moi, D'accord. Ok, égoïste ok, total. ok. Je me suis dit, tiens, je profite de ça. Nous, on était 3 jours à Rome, tu vois, avec le directeur de l'école et tout. Et je me suis battu pour avoir un après-midi libre. Et c'est là que j'ai été voir l'école de cinéma. Et là, j'ai rencontré des gens qui je demandais, ils m'ont dit, oui, écoutez, vous pouvez vous présenter et tout. Mais moi, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai pas de bac et tout. Mais dit, voilà, ça, c'est les professions qui pourraient être ouvertes pour vous. Ah bon, voilà. C'était fait comme ça, c'était une entrée dans le cinéma. Mais c'est vrai aussi que je m'intéressais un tout petit peu à la photo. Tu vois, ça m'intéressait d'arrêter le temps, là, tu vois ce que je veux dire, c'est la Ouais. photo. Si tu avais un autre atout. Parce que quand tu arrives comme étudiant dans l'école Hmm. de cinéma, tu es considéré comme étranger. Oui, Sauf que tu parles alors italien. là, oui, bien sûr. Alors à l'école, oui, à l'école, je pouvais fréquenter l'école en tant que Auditeur libre. auditeur libre, voilà. Et puis en Italie, c'était un peu malin, c'était pas trop imbécile, tu arrives toujours à trouver des solutions, bref. Et c'est vrai que je me suis parfaitement bien intégré à l'école. Et surtout, c'était les périodes où la politique, elle était de plus en plus présente. Hein, c'était en 65, 67, 66, 67, 68, ça préparait tout ça et tu sentais quand même qu'il y avait des problèmes. La première année, c'était un peu tranquille. La deuxième année, c'est parti, quoi. La deuxième année, on a fait une occupation de l'école. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance de rencontrer des cinéastes qu'on ne rencontrait pas avant, parce qu'il n'y avait aucune communication avec la profession. Et alors là, on a rencontré Visconti, qui m'a beaucoup impressionné. Et étant donné que c'était l'époque politique directe, pratiquement toute l'école était contre Visconti, mais moi ça m'intriguait. Ça m'intriguait parce que comme il parlait, qu'est-ce qu'il racontait et tout, ça m'intriguait. Et je me souviens qu'il nous invitait un soir à sa dernière mise en scène d'un opéra, de la Traviata. Et il nous a dit, si vous voulez, venez, il y a une avant-première demain soir et tout. On était deux. On était deux. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est la première fois que je mettais les pieds dans une opéra. Et c'est la première fois que j'ai entendu des instruments en direct et pas des instruments qui passent à travers des enregistrements. Très important par rapport au cinéma, ça. Si le cinéma ressemble à quelque chose, je considère qu'il ressemble plus à la musique, en tout cas, que à la peinture, à le figuratif, dans le sens que c'est vrai que comment dire, la photo, ce qui filme, le ce qui filme, c'est évident. Mais la différence qu'il y a entre la photographie qu'on fait comme ça et le cinéma, c'est le temps. Un plan, il existe dans le temps. Et pour moi, je suis un peu antique à ce niveau-là, je considère qu'un film, que le cinéma, ça se fait avec des plans. Voilà. Sauf que la télévision, non.
La télévision, on filme un peu chacun, et puis on met un peu chacun tu vois, je dis, mais c'est pas, il n'y a aucune relation entre ce peu qu'on fait de chacun, c'est pas des plans. Le cinéma, c'est quand même fait des plans, la notion du temps, un plan, il existe dans le temps. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, comment dire, qui m'a toujours, à laquelle j'étais très sensible. Je considère que le cinéma sans plan, il n'existe pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, malheureusement, est celle le mot plan, il disparaît des plateaux. Je trouve une vraie tragédie. Vous tourniez en 16 mm, en 35 mm? Ben oui, ça, c'est épouvantable. Les premiers plans que j'ai tournés, c'était en 35. C'était une école qui... Ben oui, parce que bon, la pellicule était beaucoup de restes des tournages qui restaient. Et puis le développement à Cinecittà, le 16 mm, c'était un peu compliqué, tu vois, ils n'étaient pas... En France, ils étaient plus forts en 16 mm. Tandis qu'en Italie, en tout cas à Cinecittà, le 16 mm est très très peu. Mais tu vas te rattraper parce que après tu rentres en Suisse. Ouais, T'as quoi? T'as 23 ans, 24 ans? 23 ans. Et à quel moment tu décides d'acheter une caméra 16 mm? J'ai eu une dame qui était quand même assez fortunée, qui avait une petite boîte de production qu'elle m'aimait bien. Elle m'aimait bien. Et alors j'ai demandé, écoutez, voilà, j'aimerais m'acheter une caméra et tout. Et elle a signé un papier pour la banque, qui m'a prêté de l'argent. Est-ce que tu crois pas que cette femme, en faisant ça, quelque part, Hmm. elle t'a permis d'être directeur photo plus vite? Si, mais elle m'a beaucoup aidé. Parce que est-ce que tu as travaillé beaucoup comme assistant? Moi, j'ai eu une chance absolument Ouais, tu allais la incroyable. chercher. Hein, t'es allé la chercher. Je te rappelle que c'est toi qui as organisé le voyage scolaire à Rome. Oui, oui, j'ai terrorisé tout le monde. Oui, oui. Donc c'est la Oui, chance, oui, c'est que tu es quand même allé la oui, chercher. oui, d'accord, Après, il s'est ok. passé des choses. Parce que quand tu as ta caméra avec Hmm, les optiques, hmm. tu es indépendant. Donc, Oui, est-ce que tu as travaillé beaucoup comme assistant? non. Voilà. Et c'est une des raisons, certainement, parce que tu as ta caméra. Alors, il ne faut pas oublier que les outils qu'on avait, ils étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre l'enregistrement des images avec de la pellicule pour la télévision et pour le cinéma. C'était les mêmes outils. Et pas de numérique. Donc, avec cette fameuse caméra éclair 16 mm, je me suis tapé beaucoup de reportages et ce qu'on appelait les reportages. Et il y avait des émissions de télé qu'on faisait en coproduction avec la France, c'était les 5 colonnes à la une. Et reportages et des documentaires. Est-ce que tu vois, Tu peux nous expliquer quel était le postulat? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y avait un nombre de temps était calculé. Combien de temps vous avez à faire? Donne-moi un exemple, par exemple, de reportage. Comment ça se passait? On vous appelait? oui. J'imagine Non, qu'il y non, avait un... attends, je te raconte une pas mal. Euh, euh, on était de garde. D'accord, Entre d'accord. première et la deuxième année, on était de garde pour des événements qui pouvaient arriver. Comme les pompiers. Comme Comme les les pompiers. pompiers. Prêt à Tu bondir. vois. Alors, pas d'abondir. Hop, il y avait un opérateur qui devait faire un match de foot et on pouvait pas, lui ne pouvait pas, il y avait un problème, un accident. Alors on me demandait d'aller faire. Ben, j'ai dit, le foot, tu vois, j'ai dit, le foot, putain, j'ai En dit, plus, en Suisse, faire, tu vois, en Suisse, tu vois, en plus, faire. Et ce serait on apercevable. avait une bobine de 120 mètres pour le premier temps, une bobine de 120 pour le deuxième temps. Et puis, moi, tous les buts, je les ai loupés les uns après les autres. On ne m'a jamais plus renvoyé faire ça. Et j'étais bien content. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, donc ça se tournait en plus X inversible, hein, c'était pas du négatif, Non, plus qui difficile. développait sur place, hein, il développait à la télé, il y avait des petits labos. Et bon, il fallait pas se planter Sur l'exposition. sur l'exposition. Et c'est vrai que, tu vois, tu filmais des trucs, mais surtout au début, tu avais un peu peur de louper, tu vois. L'autre allait là au développement, puis attendre à côté de la machine à développer les images. Bon, ok, l'exposition elle est bonne, mais non, faisons pas plus loin. Est-ce que ça va, c'est bien. Bref, et du coup, tu t'aperçois une fois que tu as passé tous ces problèmes un peu techniques, tu t'aperçois qu'il y a des choses vraiment intéressantes à filmer. Et notamment, moi, je faisais des expériences. euh, 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 Tu vois, les gens que tu peux filmer de très très près,
parce que tu arrives à prévoir à peu près les mouvements, tu vois. Alors, à un certain moment, j'ai dit, bon, maintenant, je vais cadrer le plus serré possible, Sans en bouger la plan caméra. fixe, Ouais, c'est ça. sans bouger la caméra. Et donc, je dois laisser le mec, hop, la personne que tu fais parler, arriver au bord cadre, non? Et puis qu'il soit acceptable ou pas. Donc, ça implique de connaître un peu les gens que tu filmes, ça implique à avoir ce rapport étrange qu'il y a entre... Et tu sais très très vite, les gens qui sont très excités, oh, ben, hop, là, tu ouvrais de plus, tu vois. Mais je restais fixe. En fait, tu vois. C'est C'était des exercices, c'était c'est ça. énorme ce que tu es en train de dire, parce que, en fait, avec ces reportages, Mm. tu apprends l'autonomie, l'indépendance. Tu apprends le cadre. Le cadre. Ah, le Et tu cadre, apprends énorme. le cadre, c'est un travail énorme sur le cadre dont on va reparler. Tu apprends la lumière naturelle. Parce que j'imagine que tu n'avais pas beaucoup de lumière, c'est peut-être même pas de lumière du tout. Presque tu tournes monté, quoi. C'est-à-dire que tu penses au plan, tu penses. Forcément, quand tu tournes, tu penses au montage. Quand tu fais un Tu reportage. es obligé de penser au montage, oui. Donc aux différentes focales. Cela dit, c'était une terminologie que j'ai détestée, que je n'aimais pas du tout, c'était les plans de coupe. Ouais. Ah, Ouais. attends, Mais est-ce que tu en faisais? Est-ce que tu faisais des plans de coupe ou si, c'était- ben oui, évidemment, sur les mains, tout ce genre de conneries, ça, je détestais ça. Je détestais ça. Ouais, mais la nouvelle vague est arrivée Pas- pour te sauver. Avec les jump cuts. Oui, oui, oui. Oui, si tu veux, si tu veux. C'est-à-dire que c'est vrai que les réalisateurs avec lesquels on était confrontés, eux, ils suivaient des règles de montage, mais vraiment les plus classiques, c'est-à-dire que pour passer entre un plan et un autre, il fallait passer sur une fleur ou sur un papillon, enfin, tu vas passer sur un truc qui te permettait. J'ai jamais compris ça. Ta trajectoire, on peut la comprendre après. Si on sait d'où tu viens, ce que tu as fait, les rencontres que tu as fait, le reportage, c'est immense. Hum, hum, hum. C'est immense. Parce que je n'avais pas réalisé quand Carlo Varini me disait ça, à quel point. Oui. Alors avec Carlos, c'était encore aussi incroyable parce que lui aussi, il s'est retrouvé à étalonner. Lui, il travaillait comme étalonneur dans un laboratoire. Il s'est trouvé à étalonner des images que j'avais faites sur un documentaire. Et, et, et là aussi, il m'est arrivé, c'était la deuxième chose. euh, euh, un type qu'on a filmé, c'était des paysans qu'on a filmés, et que naturellement on faisait des plans très artistiques sur ces paysans. Bref, et un type qui vient vers nous et qui nous demande en parfait français, qu'est-ce que vous faites? Ben, on vous filme, et nous on était là contents. Et le mec, en nous regardant, il dit, est-ce que vous êtes conscient que vous filmez notre pauvreté pour votre richesse? Texto. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu prends la caméra, tu la démontes, tu la mets dans la valise, tu fais la valise et tu t'en vas et tu dis ciao, merci. Je veux dire. Texto, le mec, il m'a dit ça. C'était un émigrant espagnol enfin, tu vois un peu l'origine Ouais, d'un bien discours sûr. pareil. Oui. Tu vois. Et c'est vrai que Mais, le mais, mec, mais- nous, on filmait les gens parce que c'est des paysans, on les filme parce que c'est des paysans, donc on a le droit, si tu veux filmer le PDG de Renault, tu es bien obligé d'aller prendre rendez-vous, de lui demander 18 fois, puis Bien sûr. maquilleur, enfin Bien sûr. bref, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Voilà. Est-ce Et que- c'est là que j'ai dit, la fiction, elle Voilà. est 10 000 fois plus intéressante. Voilà. Donc tu diriges vers la fiction avec des notions de cadre, des notions de zoom, des notions de montage, une culture cinématographique que tu t'es fait, des notions de lumière naturelle, et tu diriges vers la fiction. Avec qui tu commences à travailler en fiction? Le premier film que j'ai fait avec Tanner, c'était Charles Moreau Vif. Tourné, je me souviendrai toujours, en 21 jours de tournage, pays des cacahuètes. Mais on était une équipe on était deux à la caméra, un électricien, deux au son, voilà. On Pas de était cinq. machiniste? Pas de machiniste. Ok. Pas de machiniste. À quel moment tu vois arriver le travelling? Est-ce que ton premier travelling, c'est avec Tanner? Dans la prise de vue, non. Non, c'était avec Reusser, Francis Reusser. Mais disons, employé comme on l'a employé d'une façon bien présente. Donc nous, on se déplaçait avec la caméra, c'était sur une chaise Dans l'équipe? d'handicapé, sur Charles Moreau Vif et la Salamandre. Et caméra à l'épaule, bon.
Mais c'est vrai que le premier travelling sur Sur des rail. roues, sur rail et tout, c'était dans le retour d'Afrique, dans l'intérieur. Je suis enceinte. Ah bravo. Et pourquoi t'es enceinte? Faut te faire un dessin? C'est les œuvres de son mari. Non mais tu l'as voulu ou c'est arrivé comme ça un peu par hasard? Un peu des deux. Faire des gosses aujourd'hui, pour ce qui les attend, bouffer de l'air pollué, des conserves truquées, des gaz de bagnole, de l'eau tarée. On ne devrait plus faire de gosses, on va devenir tous loufs. Alors on arrête tout. Plus de gens, plus rien, on arrête. Il y en a assez qui continuent d'en faire. Et tiens, serait plus marrant. Marrant, c'est des petits chefs. Vous pouvez toujours discuter, mais celui-là, il est en route. Il ira à l'école, se faire laver le cerveau. Après, il ira à la poste. À l'école, il ira sûrement, mais pas à la poste. Alors il fera quoi? Bon, je sais pas. On verra bien. Mais pas n'importe quoi. Il sera aviateur. Ou docteur? Ou boxeur? Ou aiguiseur? Ou carreleur? Ou plongeur. Il sera rien du tout. En fait, c'est vrai que grâce au fait que j'ai eu toujours un rapport aux outils, et j'ai souvent travaillé avec mes mains, surtout en mécanique, j'étais toujours assez sensible à ce genre d'activité qui occupe beaucoup d'espace dans nos métiers. Et c'est vrai aussi que du coup, le rapport que j'ai eu avec des gens qui commençaient à installer des lumières pour moi, en particulier les machinistes, mais les électriciens aussi, notre rapport est passé aussi un peu par là. Et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Par exemple, j'ai toujours acheté du matériel technique, mais j'achetais du matériel qu'on ne trouvait pas en location. À l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Lowell, qui ont fait des projecteurs vraiment intéressants. Quand on a tourné Les Nuits de la pleine lune, le film d'Éric Romer, il n'y avait pas ni de machiniste ni d'électricien. On était trois à la caméra, deux au son, fini. Donc on installait nous les lumières. Et j'ai proposé à Margaret Ménégo, j'ai dit écoutez, nous je pense qu'avec cet argent-là, on peut s'acheter du matériel et plus adapté à ce qu'on veut faire nous, tu vois, du matériel plus léger, qu'on peut accrocher très vite, à parité de puissance électrique, tu n'avais pas des gros câbles comme ça, où il doit passer 200 ampères, enfin bref, tu vois, je dis. Et c'est vrai qu'à l'époque, même des gens, même des boîtes assez importantes, ils n'avaient pas du matériel léger, tu vois, du matériel plus fiable. Donc, comment dire, je me suis toujours démerdé à avoir des rapports possibles avec les producteurs, parce que si tu es en face des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, des producteurs financiers, ils te regardent comme dans les dessins animés de Tex Avery, tu vois ce que je veux dire, avec des grands yeux, tu dis, c'est quoi ça? Acheter du matériel pour faire des films, mais non, ça. Enfin, ils ne comprennent même pas. Bref, tout c'est des choses sur lesquelles moi j'étais tout le temps, je m'interrogeais, parce que c'est vrai que le cinéma, techniquement, c'était vraiment, tu vois, pas à l'avant-garde. Hein. Moi, je crois qu'on est vieux quand on n'éprouve plus le besoin de séduire. Moi, je suis jeune et j'ai pas envie de séduire tout le monde tout le temps comme toi. T'es séductrice même à ton insu. Et c'est normal. Quelqu'un qui a perdu le goût de la séduction est mort. Plus que mort. Moi, j'aime séduire et c'est tout. J'aime la séduction pour la séduction. Peu importe qu'elle aboutisse. Je veux dire physiquement. Moi, les relations physiques m'intéressent pas. J'ai jamais eu de ma vie une relation purement physique. Moi, cela étant dit, je suis pas contre le fait que tu aies de temps en temps des relations physiques abouties, hein. Mais pas avec des hommes physiques. Avec moi, par exemple. Je te plais pas? Tu me plais, mais tu m'attires pas. Mais c'est ça, justement, qu'il faut. Un homme qui ne t'attire pas bestialement. Comme tous tes mecs. Y compris l'actuel. T'es fou.
Bon. En tout cas, moi, j'ai une grande attirance pour toi, mais je la domine puisque tu l'exiges. Fais attention, c'est la fille en prêt. T'inquiète pas, c'est une discrète. T'inquiète pas. Alors, c'est simplement parce que t'as peur qu'elle nous voie? Assez, Octave. Tu dis d'ailleurs souvent que le directeur photo, qu'un directeur photo ou une directrice de photographie ou un opérateur doit vraiment s'interroger sur le rapport qu'il a avec la technique. C'est souvent quelque chose que tu dis. Tu dis que c'est important enfin, Oui, moi je considère, mais ça c'est pas seulement le cinéma, mais en particulier dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à la technique, mais s'intéressent que ça, ou des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la technique. C'est-à-dire qu'une des choses que je considère importante dans le métier qu'on fait, c'est d'avoir le bon rapport avec la technique, c'est-à-dire de savoir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, sans nécessairement savoir jusqu'au millimètre près de comment les choses fonctionnent. on est plusieurs à avoir de sentiments aujourd'hui, en tout cas ma génération, mais j'imagine que toi encore plus, qu'on passe beaucoup de temps à filmer des dialogues, du texte. Ça alors c'est le scénario. Aujourd'hui, les scénarios tels qu'ils sont écrits, c'est une suite de dialogues, souvent écrits d'une façon très littéraire. Et le résultat des courses, c'est que les images, dans 90% des cas, ils deviennent des illustrations des dialogues. Et ça, c'est une tragédie, c'est une tragédie. Est-ce que la nouvelle vague n'a pas tué un peu le cinéma français aujourd'hui? Oui. On confie les clés du camion à des Non, auteurs. mais attention, tu ne peux pas parler, à mon avis, tu fais une erreur de parler, de mettre tout ça dans le même contexte. Okay. Je trouve que comment dire, de dire que ça c'est l'influence de la nouvelle vague, je trouve que l'intérêt de la nouvelle vague, c'est c'est peut-être, ça je ne suis pas sûr, c'est peut-être certainement qui se sont demandé, oui, le scénario c'est important, c'est vrai, mais est-ce que c'est la base de tout? Est-ce que le scénario, c'est le film? Je pense qu'ils se sont vraiment interrogés là-dessus. Mais c'est vrai aussi que la proposition, le résultat de tout ça, c'est pas très bien. C'est-à-dire que c'est pas qu'après la nouvelle vague, les scénarios ont été écrits mieux qu'avant. Il faut faire une introduction déjà sur le thème. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il y a eu des grandes idées, et que les grandes idées, ils étaient en train de prendre forme, y compris avec des révolutions, tu vois, ces grandes idées, après un certain moment, ils se sont dégradés. Et ils sont devenus absolument terrifiants, ces grandes idées. L'héritage de ces grandes idées, eh bien, la nouvelle vague, ça ne fait pas exception. Je trouve que ce qui reste aujourd'hui dans la nouvelle vague, pour toute une série de raisons, c'est un peu triste à dire, c'est pas un héritage direct, c'est pas très intéressant. Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle vague, c'est pas intéressant. Hein? C'est pas la même chose. J'ai bien compris. Hein? Voilà. Et là, malheureusement, pas grand-chose. Pas grand-chose qui reste. Au contraire, c'est une espèce, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a arrêté, c'est une espèce de laisser aller, oui, c'est pas trop bon, mais allez, on y va. De manque de réflexion. Parce que tu dis souvent un plan, c'est de la réflexion. Qu'il soit court ou long, il y a une réflexion. Et il y a aujourd'hui, malheureusement, en France, souvent... Oui, mais ça fait partie de la disparition du mot plan du plateau. Et découpage peut-être aussi, tu vois. Découpage, oui, mais si tu parles de plan, tu parles de découpage inévitablement. Tu vois ce que je veux dire. Si tu parles de plan, c'est-à-dire la relation qui est entre un plan et l'autre. Et c'est vrai que théoriquement, moi j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène que la nouvelle vague, ils ont mis les mains dans la pâte, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que, y compris des théoriciens, mais c'est vrai que Godard, quand il dit, avec lequel j'ai fait un tout petit bout de chemin avec lui, et j'ai eu quand même 2 ou 3 conversations intéressantes, quand il dit comment le cinéma il commence dès qu'il y a 3 plans, tu vois, comme de la musique, parce qu'une note toute seule, il ne reste pas grand-chose, mais la note avant et la note d'après à celle dont tu parles, là, la musique est née autant que le cinéma. Il naît à ce moment-là. Et le cinéma, il peut exister
quand il y a 3 plans, tu vois. C'était une phrase qu'il avait dit à peu près dans ce sens-là. Maintenant, tu me diras, oui, c'est peut-être discutable, parce que pour avoir un film avec un plan séquence magnifique, absolument. Le premier plan d'Amos Guitaï, c'est pas un plan séquence sur tout le film, mais Oui. c'est un plan, le cinéma il est déjà là. Oui, d'accord, mais c'est Kadosh. un plan, oui, dans Kadosh, bien sûr. Mais c'est un plan que, comment dire, c'est un, ouais, là, il faut voir l'historique du plan, tu vois, je dis. Parce En que tout cas- c'est pas un plan inventé, tu vois, je Oui, dis, oui, c'est oui. pas un plan, c'est un plan qui est né comme ça, Comme ça, parce que tu as Mais- regardé, vous avez regardé, Mais- les comédiens, mais qui il y a, se il y a baissent, énormément de travail Et derrière voilà. ce plan-là, énormément Et voilà. de travail, mais pourquoi il est né comme ça? Comment dire, le cadre, la photo, Les comédiens. et les La comédiens, distance bien avec les sûr, comédiens. bien sûr. Il est tellement tôt. Je me hâte pour aller prier. Tes yeux brillent, il y a une raison? Les femmes ont l'habitude de pleurer même en dormant. Elles sont sensibles. Je te respecte, Rivka. Et d'ailleurs, ça m'amène au sujet, les comédiens. Parle-moi de ton rapport avec les comédiens. Ton souhait, par exemple, de rencontrer les comédiens avant de tourner, de braquer une caméra sur eux. Il faut, tu vois, je dis, la pire des choses, c'est quand tu arrives dans un plateau, que le metteur en scène dit, ah oui, je te présente l'opérateur, bonjour, tu es là, je ne sais pas trop quoi dire comme un imbécile. C'est très difficile. Les comédiens, s'il n'y a pas un minimum d'électricité qui passe entre moi et lui, et entre le trio de l'outil, entre moi, la caméra et lui, c'est horrible. C'est horrible, tu vois. Bon, aujourd'hui, ce problème, il est multiplié dans la mesure que très souvent, les metteurs en scène, ils restent derrière un moniteur et ne sont pas très près de la caméra. Alors du coup, la première, à la fin d'un plan, quand il y a au coupé, il y a un metteur en scène qui fait comme ça, il regarde qui? Il regarde l'opérateur. Parce que le metteur en scène, il n'est pas là, il est là derrière, devant les moniteurs. Donc cette absence, je trouve que des fois, elle est quand même très gênante. Et puis c'est vrai aussi que moi, les comédiens, ils m'intéressent aussi dans le plan, dans la durée du plan, quand tu fais des plans qui ont une certaine longueur et tout, et il y a une espèce de truc qui s'installe avec la comédien, mais qui était là, tu vois, dans des positions de caméra absolument terrifiantes, tu as mal au dos, tu commences à trembler un petit peu parce que tu as cette position, et puis tout à coup, tu dis, mais non, mais le plan, il tient, ouh là là, j'espère qu'il tient, j'espère qu'il ne va pas se tromper, le comédien, qu'il ne va pas trébucher dans le tapis. Et là, c'est quand même, quand tu arrives à la fin, c'est quand même d'un plaisir absolument phénoménal. Ouf, tu vois, je dis, c'était... Alors, Moi, dans Smoking, non Smoking, j'ai vécu des moments comme ça, absolument merveilleux. Ça, là, on en revient sur ta notion du cadre, sur le fait qu'il faut se mouiller. Quand Ah on ben fait oui. un cadre, il faut se mouiller et tu as toujours la main, dans Smoking sur le zoom,
ou en fonction Comme d'un ça. déplacement de comédien. Et le zoom. Voilà, pardon, Tu il est vois. là. Ouais. Tu sens le comédien, main gauche. Tu sens le comédien, là, il a fait un pas de plus, et je suis prêt à, hop, j'élargis un petit peu, je le sentais qu'il y avait un pas de plus, juste pour pas lui couper les doigts comme ça, tu vois, mais très très peu, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai pu mettre en place avec Alain René, je lui ai parlé un petit peu, et parce qu'il y a certains metteurs en scène, si tu leur parles de ça, ils ont les frissons, tu vois. Et tu vois, avec Straub, il n'y a pas question. Mais le cadre, il est totalement différent, comment dire, Oui. la fonction du cadre, elle est diamétralement opposée de celle d'Alain René, tu vois. Donc, Et là, ça a on un ne peut rapport- pas généraliser une fois pour toutes. Oui, enfin, tu as un rapport organique avec le cadre qui vient certainement aussi de ton expérience dans les reportages, hein, puisque. Ça, c'est sûr. Tu Ça, c'est sûr. De savoir que le cadre, c'est pas un. Voilà. C'est pas une seule façon de cadrer. Tu as mille possibilités et le cinéma, il passe beaucoup par là. Et puis la hiérarchie qui est entre le cadre et la lumière, que des fois tu dois laisser tomber certaines choses de lumière en privilégiant le cadre. Mais ça, c'est des choses que tu dois sentir à 200 à l'heure parce que le métier qu'on fait, c'est quand même pas un métier que tu peux dire avant ce que tu veux faire. C'est jamais comme ça. C'est jamais, j'y crois pas une seconde à ça. Que tu dis, j'ai absolument les idées très claires et tout. Tu vois, je dis, le métier qu'on fait, c'est un métier d'équilibriste et qu'on doit dominer le plus possible d'éléments, mais qu'on ne sait même pas tout à coup quel type d'éléments on doit contrôler. Tu vois, je dis, le soleil qui va et qui vient, bon ben, on sait. Donc tout à coup, On sait où il plus se de lève. lumière, on sait. Oui, mais les On sait pas nuages, si- les on sait trucs, pas s'il sera là. le comédien qui une fois il s'assied comme ça, puis l'autre fois il s'assied comme ça et tout. Une fois il joue la tête comme ça, puis l'autre fois il a la tête basse et tout. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien, même si je fais des plans fixes, avoir la caméra sur un pioui de telle façon que le comédien il baisse un peu. Alors, toi, sinon, allez, on baisse un peu la caméra. Que le comédien, il est là, il ne comprend plus rien. Il dit, non, non, attendez, on descend la caméra. Il faut avoir des machinistes attentifs à ça. Moi, André Bouladou, avec lequel j'ai fait beaucoup de films, qui était un machiniste, que lui regardait les comédiens comme j'ai rarement vu. Tu vois, il les regardait, tu vois, vraiment, il avait les yeux planqués sur le comédien. Il regardait jamais les signes par terre, lui. Tu vois, une fois qu'on a fait répéter, il regardait pas les marques et tout, tu vois, oh, puis il partait, tu vois, mais c'était le comédien qui dictait ça, tu vois. C'est formidable, tu vois, mais il faut être attentif. Tu dis qu'on peut pas tout prévoir, évidemment qu'on peut pas tout prévoir, mais on peut en tout cas prévoir certaines choses, et je sais que tu attaches beaucoup d'importance à la préparation du film. Ah ben oui, mais la préparation des films, c'est justement Alors, de faire la liste des choses que tu peux prévoir, mais y compris les choses que tu ne peux pas prévoir, mais qu'il faut qu'ils soient sur la liste. Tu vois, sur la liste des choses, le matériel que tu prends, tu vois, dans un décor, tu dis, tiens, voilà, tu appuies un peu sur la lumière du jour. Ouais, voilà, si on a la chance, tu dis à quelle heure on va tourner ici, on sait à peu près si tu as déjà un plan de travail, tu vois, mais si tu n'as pas de plan de travail, tu n'as rien, tu ne sais pas à quelle heure tu tournes, combien de temps il faut, je ne sais pas à dire, je sais pas quoi dire, tu vois, je dis, enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de travailler comme ça. C'est pour ça que je dis que notre métier, c'est vraiment un métier d'équilibriste, comment dire, pendant la préparation, on rassemble le plus possible d'informations autour du projet, qui n'est pas de se dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Non. En tout cas, certaines choses que tu élimines au fur et à mesure, et puis ce qui reste, il faudrait pouvoir les dominer à une vitesse absolument phénoménale. Parce que Et la rencontre avec les gens qui travaillent aussi sur le film, le chef ben. décorateur, le premier assistant, le directeur de production, le producteur, ou en préparation, tu entends des choses qui vont forcément influer sur la manière de travailler. Tous ces éléments-là, ils conditionnent le film. Tout. Et tu vois, je dis, le metteur en scène qui te dit, moi je sais exactement ce que je veux et où je vais, c'est pas les meilleurs. Hein. Brel, Jacques Brel, quand on lui demandait ce que c'était que le talent, il disait le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et il rajoutait même, ça n'est que ça. Et quand on lui demandait qu'est-ce que c'est qu'un artiste, dans la même émission, avec Jacques Chancel, il disait un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Voilà, je ne considère pas
connaît des artistes. Non, mais Nous, hein. Je dis, vaste un artiste, sujet, il est vaste seul. sujet. Un artiste, il est seul. Artiste, il Nous, est seul. on est comment dire, des collaborateurs. On est Un des- musicien, c'est un artiste. si, Et quand il si. joue dans un concert, quand il est quand il est avec Un peu moins, mais c'est vrai que je dis là, c'est pas un hasard que les meilleurs les musiciens intéressants et les plus, comment dire, les plus appréciés, c'est les quatuors, enfin, c'est 5 personnes, tu vois ce que je veux dire, 3 personnes, avec des peu d'instruments, et là, tu sens la qualité. Tom, tu sors maintenant, hein? Viens surveiller Jones. Jones va pas si loin. Obéis à papa. Obéis à papa! Bon, descends de là, toi. Descends de là tout de suite. Si tu te balances là-dessus, ça va se casser. On se balance pas sur une croix. Descends! Vous voulez que je les surveille, Lionel? Non, merci, madame Tisdale. Non, tout va très bien. Non, non. Cet homme, là, il est terrible. Non, parce que si vous voulez voir le baptême, le vôtre, c'est le prochain, je crois. Oui, oh, bah, ça fait rien. Hein. Ouais. Ce sont des vrais petits monstres à cet âge-là, hein? Ah oui, ça, lui, oui. Hein. Lui, c'est un vrai monstre. Je suis pas assez sévère avec eux, madame Tisdale. C'est ça. Moi, à cet âge-là, mon père, il me donnait des coups de ceinture. Hein. Non, des coups de ceinture, Ouais, ouais. carrément. Il disait toujours, un peu de cruauté n'est jamais bien loin de la tendresse. Ah, c'est tout lui, ça. Sans rime, c'est encore plus fort, je trouve, d'ailleurs. Ouais, mais elle permet pas, Sylvie. Elle veut pas que je touche aux enfants, ça. Quand elle veut quelque chose, elle sait ce qu'elle veut, la Sylvie, hein. Vous y allez pas, vous? Oh non, moi, j'ai envie de fumer ma petite cigarette. Je devrais m'arrêter, mais... Alors, cette petite fille, vous l'appelez comment? Anne-Charlotte Émilie Applewick? Non. Eh, ça, Sylvie tenait beaucoup, hein. Ouais. Oh, à propos, Toby a été très touché que vous le demandiez comme parrain, vous savez. Vraiment très touché. Bah, c'est Sylvie qui pensait que... Attendez, il est où, là? Tom? Oh non, il est là. Regardez, derrière la tombe. Ah oui. Ouais. Bonjour Renato, même si on se côtoie depuis le début. J'ai déjà dit bonjour derrière. Oui. La journée, c'est la première fois qu'on se dit bonjour devant la caméra. Voilà. Alors, moi, je voudrais commencer par revenir sur quelque chose qui s'est dit en tout début de la conversation avec Gilles. Tu as dit que tu faisais une distinction entre film et cinéma. Ce que je trouve assez intéressant, parce que d'habitude, on dit les films, c'est du cinéma et le reste, c'est pas du cinéma. Donc, si tu pouvais me parler un peu plus de quelle est pour toi cette distinction entre film et cinéma? C'est très simple. C'est l'origine de la distinction que je fais. C'était une revue de cinéma qui s'appelait Cinema et Film en Italie. Et cette revue, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, beaucoup de cinéastes aussi, qui écrivaient dans cette revue. C'était des amis de l'époque. Pour eux, ils disaient oui, il y a beaucoup de films, mais très peu de cinéma. On pourrait dire il y a beaucoup de choses écrites, mais il n'y a pas beaucoup de littérature. Tu vois ce que je veux dire? Un journaliste qui écrit un bon article, même s'il est bien écrit, il ne prétend pas nécessairement de faire de la littérature. Et le cinéma, à mon avis, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, un grand pourcentage d'images qu'on voit aujourd'hui qui polluent la terre entière, qui sont à voir avec le cinéma. Mais alors, est-ce que pour toi, il peut y avoir du cinéma ailleurs qu'au cinéma? Parce qu'une série, ça peut être du cinéma. Il peut y avoir quelque chose avec le cinéma, mais je considère que le cinéma, ne serait-ce que la façon dans laquelle ce n'est pas important, dans la façon dans laquelle il arrive, le cinéma. Il y a un terme en italien qui n'existe pas en français. J'ai encore regardé tout à l'heure, c'est drôle. Et que Pasolini il a occupé souvent. De comment tu reçois le cinéma, grosso modo. C'est-à-dire que le cinéma, il y a quand même quelque chose qui fait que la série là pas. Par exemple, La Salle Obscure. Tu vois, 2 heures de temps pour grosso modo 2 heures de temps de la séance, qui peut être 3 heures aussi, mais enfin bref, tu vois, je dis, mais tout ça, ça fait partie du cinéma. Et ça, malheureusement, est en train un peu de disparaître. C'est pour ça que le cinéma, où il reste à découvrir, et ça, bon travail pour vous, moi je pense qu'il y a des choses à découvrir. Mais c'est vrai que ce cinéma-là dont je parle moi, je pense, il faut être un peu courageux, de pouvoir dire qu'il est en train de disparaître.
je ne suis pas le seul qui dit ça. À cause de... À cause que Du maintenant, numérique, les salles de cinéma, cette période ici, les salles de cinéma elles sont fermées. J'ai jamais compris pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai que le pouvoir a peur de ça, a peur, tu vois. Je dis, c'est intéressant de savoir pourquoi ils ferment les salles de cinéma, mais remplissent les métros. Il y a quelqu'un qui peut me répondre à cette question. Tu vois, et voilà, ce cinéma-là, il est en train de mourir, c'est sûr. Mais non, peut-être tu dis, oui, tu exagères et tout. Il restera toujours des salles de cinéma, il restera toujours. Mais la plus grande partie des images, ils arriveront aux spectateurs, pas à travers les salles de cinéma. Je crois pas. J'ai beaucoup entendu pendant toutes mes études. J'avais l'impression qu'il y avait un espèce de presque dialogue impossible avec la génération d'avant qui nous disait toujours « Oui, mais nous, on a connu la pellicule, c'était mieux. Vous allez faire que du numérique, c'est pas pareil. » Et depuis que j'ai commencé à aller sur les plateaux, je me rends compte que ces chefs opérateurs-là, ils tournent aujourd'hui en numérique. Et je me demandais comment toi, tu avais vécu la transition au numérique et est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé de manière à... Est-ce que c'est plus simple maintenant pour toi, maintenant que tu t'en as un peu fait? C'est pas plus simple, mais c'est plus facile. Comment dire? Bon, d'abord, je considère que pour moi, le numérique, c'est un support. C'est notre support. Hein? Pour moi, j'ai presque envie de dire que ça ne change strictement rien, sinon, techniquement, et le rendu de l'image. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, quand tu tournais en négatif, tu faisais les premières copies d'exploitation. Tu t'apercevais que les premières 10 copies, ils allaient dans les meilleures salles à Paris. Les autres copies, ils allaient en périphérie. Et les mauvaises copies, tu les retrouvais à Clermont-Ferrand ou à Orléans. Tu vois ce que je veux dire? Bon, la reproductibilité, elle n'était pas aussi solide de ce qu'on voulait bien nous faire croire. Parce que c'est vrai que la différence qu'il y avait entre les copies, elle était vraiment gigantesque. En numérique, la reproductibilité, on l'en peut plus. C'est un peu mieux. Je dis bien un peu. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est plus intéressant. Maintenant, le rapport aux images avec le numérique, ils sont très différents. Le rapport aux images. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec n'importe quelle caméra, avec un iPhone, tu peux fabriquer des images que nous, à l'époque, on ne pouvait pas. Il n'y avait pas de concurrence, même pas 8 mm, c'était ça. Parce que le 8 mm, tu tournais, il fallait envelopper, tu montais, etc. Tandis que là, clic, clac, clac, regarde que je suis en train de manger, ta grand-mère, 2 secondes après, aux Hawaï, elle voit une photo de un plan de tes spaghettis, et tu lui souhaites bon anniversaire, enfin bref, tout ça, ça change, tu vois. Je dis, bon, je ne suis pas sûr que ça, c'est le cinéma. Ou si c'est l'avenir du cinéma, mais c'est en tout cas à l'intérieur de ces extrêmes, à mon avis, que peut-être tu peux trouver une autre forme de rapport. Mais c'est vrai, oui, mais ça, j'en reviens, c'est pas comme dans les salles, etc. C'est plus la même chose. Évidemment, ça change. Il y a une démocratisation qui nous est tombée dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire des images. Et n'importe qui, c'est pas dans un sens négatif que je dis ça, c'est n'importe quelle personne aujourd'hui peut faire des images, tu vois ce que je veux dire. Et puis tu dis, oui, c'est juste, tu vois, c'est parfait, tu vois. À la place d'écrire sur du papier, tu communiques avec un iPhone, avec les gens que tu veux, sans trop de problèmes. Ça, c'est bien, tu vois. Tu dis, oui, bon, mais ça n'a rien à voir avec le cinéma, tu vois. Mm-hmm. Autant que si tu écris une belle lettre et tout, ça n'a rien à voir avec la littérature, tu vois ce que je veux dire. Bref, donc tout ça pour te dire que je considère que comment dire, personnellement, comment j'ai vécu l'arrivée du numérique, pour moi, donc je te dis, c'est un support, changement de support.
Mais disons que la réflexion derrière, tu vois, si tu tournes en plan, tu fais un plan, si tu éclaires, tu éclaires, et la lumière, elle n'est pas là pour impressionner la pellicule, elle est là pour essayer de donner une dimension autre que du réel, autre que celle que tu vois tous les jours, tu vois. Maintenant, la tragédie qu'il y a je trouve, dans le numérique, c'est qu'il y a une normalisation qui est en train de s'installer. Aujourd'hui, tu vois un film de nuit, les nuits sont les mêmes partout, dans tous les films. Il y a une normalisation des images évidente, mais simplement parce qu'il ne faut plus éclairer. Tu vois, c'est-à-dire que chez toi, tu peux tourner, étant donné que chez toi, si tu habites Hong Kong, à Beyrouth ou à Quito, c'est les mêmes intérieurs, c'est les mêmes frigos Samsung que tu vois à l'écran, c'est les décors, c'est les mêmes, tu vois, les bagnoles, c'est les mêmes, il y a une mondialisation est telle que tout se normalise, tu vois ce que je veux dire, et les images, ils se normalisent tranquillement derrière, tu vois, je veux dire. Et voilà, quoi. Donc cette normalisation-là, c'est pas le support, c'est pas le numérique c'est le numérique dans le sens large, c'est le numérique dans le sens de la mondialisation, petit trait, dans le sens de la comment peut-on dire, de cette uniformisation de la pensée sur la Terre, tu vois, je dis, c'est ça. Pour moi, honnêtement, ça n'a pas changé beaucoup. Le fait de tourner, moi, je tourne en RAW. Je ne veux pas entendre parler de tous les autres systèmes de compression. Je ne veux pas entendre parler de ça. Enfin, je ne suis pas capable. Enfin, je sais très bien tout le traficage, mais le traficage pendant la prise de vue, personnellement, il ne m'intéresse pas trop. Je sais qu'en RAW, tu peux quand même intervenir si tu veux pas mal, sur toute une série de choses. Je sais ce que je suis contre, tu vois, toutes les possibilités que tu as avec les caméras modernes, que tu peux faire des images, trafiquer des images. Non, demande à l'assistant, je dis, attends, on va régler la caméra, on trouve une lutte, et après, jusqu'à la fin du film, on garde la même lutte. Si, maintenant, non, on laisse comme ça, je ne veux rien toucher. Oui, mais tu pourrais, justement, je ne veux pas. Fin de la discussion. Tu vois, parce qu'on est rentré dans une forme de mentalité des ordinateurs qui te proposent sans arrêt des choses. Les ordinateurs, tu peux faire ci, tu peux faire ça. En réalité, on te fait choisir, mais quand tu choisis rien du tout. Très souvent, quand on met plusieurs luttes, enfin, l'explication que j'entends le plus souvent, moi, c'est parce qu'il ne faut pas que le réalisateur s'habitue à des images qui ne vont pas être les mêmes après étalonnage, pendant son montage. Toi, Tu considères que le réalisateur, c'est un imbécile. Je suis d'accord. Si on considère ça, oui, c'est juste. Moi, je considère que le réalisateur, c'est une personne qui est à l'écoute et que tu peux collaborer. Si le réalisateur ne collabore pas, ça ne sera pas en lui présentant d'autres images. Alors, moi, si tu veux, où je triche un petit peu, là je suis en même temps, ma réponse, elle est un peu pute, tu vois, je dis. Je triche un petit peu selon le metteur en scène. Hein. Il y a des metteurs en scène que dès qu'ils voient une image, ah si, moteur, du calme. Petit moment. Alors, j'ai pas fini, surtout si tu travailles en sous-exposition, tu travailles dans les nuits et tout ça. Alors, je préfère que lui, il aille un écran qui est plus près de certains moyens d'exploitation des images. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus pessimistes. Par exemple, dans les noirs, je descends un peu plus les noirs. Tu vois, que tu perds certaines choses et que de toute façon, je sais que je peux les rattraper d'une façon ou d'une autre après coup. Voilà, c'est le seul truc mais ça dépend des metteurs en scène, d'autant plus que je leur dis, écoute, moi je te fais un écran, il est un peu plus pessimiste, mais il est plus près de la réalité. Moi j'ai des écrans qui me donnent toute une série de grilles. Moi, toute ma vie, j'ai travaillé sur le pied de la courbe de la pellicule. Sauf que là, maintenant, il n'y a plus de courbe, ça descend tout droit, ça va très loin. Et alors, du coup, je travaille dans cet espace-là. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, travailler dans cet espace-là. Et c'est vrai que... Mais ça, j'en parle avec le metteur en scène. Je ne triche pas, tu vois, dans ce sens-là, je ne triche pas. Je suis un peu plus
quand je règle les moniteurs un peu plus pessimistes, quoi, c'est tout. Mais le fait déjà d'avoir un discours autre que... je dis, attends, une des premières choses que je dis aux metteurs en scène quand ils partent au montage, je dis, s'il te plaît, je te prie en genou, essaye de ne pas trop t'habituer à ces images, parce que même en pellicule, hein, je dis, on avait tu montais en pellicule avec des plans pas étalonnés, tu vois, je dis, on partait dans tous les sens, et tu arrives à l'étalonnage, tu dis, ah putain, mais ce plan-là, il est pas bon, mais pourquoi tout, mais non, c'était pas du tout comme ça, mais comment c'était pas du tout comme ça? Et tu comprends que c'était le mauvais plan, que lui, il avait un étalonnage, que finalement, il est resté en mémoire, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, le problème, c'est pas le numérique. C'est que tu t'affectionnes aux images et que c'est vrai qu'à la limite, moi je préférais avoir comme on faisait dans le temps, quand les premiers films couleur, étant donné que c'était très cher la couleur, on tirait la Lily et quelques plans, une partie du plan, seulement une partie, si c'était en panoramique, 3 moments du plan avec des Lily, ça en tirait en couleur, on montait négatif, de telle façon qu'on avait un tirage couleur des plans, mais que ce n'était pas une partie des plans, et tout le copie de travail, c'était en noir et blanc. Donc du coup, tu montais en noir et blanc, il ne pouvait pas découvrir la couleur après coup. Si tu avais un moment sur un plateau dont tu te souviens, qui vraiment était un beau moment de cinéma, un moment un peu magique comme ça qui s'est passé. Au Revoir les enfants, le dernier plan de Au Revoir les enfants. Le directeur, le père directeur, il disparaît derrière une porte. Louis voulait le faire sortir du champ et moi j'ai beaucoup insisté. J'ai dit non, Louis, il faut qu'il sorte derrière une porte. Je me souviens qu'il y a eu une discussion et puis qu'il a dit oh oui, peut-être tu as raison, enfin bref. Et Gaspard, il regardait comme ça et je trouvais qu'on perdait quelque chose dans les yeux. Et j'ai dit, Louis, on le refait. J'ai dit, écoute, si on le refait, j'aimerais bien lui mettre juste un petit truc dans les yeux, une petite brillance et tout. Et Gaspard, il me dit, ouais, mais ça fait mal aux yeux et tout. Mais je dis, mais ça ne sera pas fort, Gaspard, on a déjà tourné une. Alors je dis, tu verras, on va mettre le petit projecteur. Viens, je te montre le projecteur que je mets. Je vais montrer le projecteur. Oui, bon, il était un peu comme ça, il pleurnichait un petit peu. Enfin bref, finalement, il a accepté. Et Louis aussi, enfin, on était tous d'accord, et tout. Alors je voyais, regardais tout, il regarde dehors, et tout à coup, il y a une larme. Pas prévu. Au revoir mon père. 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 Au revoir les enfants. À bientôt. Au revoir mon père. 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 Bonnet, Négus et Dupré sont morts à Auschwitz. Le père Jean au camp de Mauthausen. Le collège a rouvert ses portes en octobre 1944. Plus de 40 ans ont passé, mais jusqu'à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. Il a laissé ça. Il a laissé ça et parce que c'était une larme, comment dire, c'était pas quelque chose de, c'était pas prévu. Hein. Je voulais pas, Louis. Il voulait dire non, je ne voulais pas faire un truc trop larmoyant. D'autant plus c'était un peu son personnage et tout. Enfin bref, c'était un film pour lui assez compliqué. Et rien, il y a eu cette chose qui personne ne se l'attendait. Mais même pas lui, il n'a pas fait un effort et tout. Il m'a dit, oh, balancer, ce que n'était pas
pas vrai, enfin, parce que c'était pas 12 kilos, tu vois, je dis, c'était un misard tout petit, et je crois même pas bleu, mais enfin bref. Et voilà quoi, je dis. Donc tout à coup, c'est quand tu prévois quelque chose, c'est que ce quelque chose, en cours de route, il se transforme. Là aussi, une fois de plus, ça devient probablement aussi des documentaires, reportages et tout. Il y a toujours des surprises, il faut être prêt à être surpris pendant que la caméra tourne.